Supercherie, folklore, menteur, mauvaise foi, il s'envoie des chiffres et des promesses électorales à la figure. Comment s'y retrouver dans cette guerre fiscale? Certains paieront moins d'impôts, nous promettons. Alors qui, comment, pourquoi? On va voir cela avec nos invités ce dimanche. Melchior Watley, sénateur CDH à l'énergie notamment. Ahmed Lawedge, bonjour. Sénateur PS, bonjour. David Clarinval, député fédéral MR. Georges-Gilles Quinet, député fédéral écolo. Bonjour. Bernard Clerfailly, député fédéral FDF. Qu'en pensent les forces vives? Quelles sont les revendications des partenaires sociaux? Eh bien, ils interpelleront justement le monde politique. Anne de Belen, secrétaire générale de la FGTB, bonjour. Vincent Reter, administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises. Et bonjour. Puis Marie-Hélène Ska, secrétaire générale de la CSC. Bonjour à tous. Alors, toutes ces promesses sont-elles réalisables? En deuxième partie d'émission, eh bien, nous décortiquerons les enjeux avec nos deux experts, deux économistes qui nous attendent à l'extérieur de ce plateau. Ils nous rejoindront car nous sommes en direct. Vos réactions, vos questions via MAP RTBF ou via notre page Facebook. Alors, David Clarinval, tentons d'être concrets dans ce débat très complexe et un peu précis aussi pour les téléspectateurs qui nous regardent. On va tout d'abord rester au niveau des personnes physiques, des citoyens. Selon vous, selon l'EMR, qui doit payer moins d'impôts? Tout d'abord, un petit constat très rapide. S'il y avait des Jeux Olympiques en termes de fiscalité, la Belgique serait systématiquement sur le podium de tous les taux les plus élevés au monde. Donc que ce soit en personne physique, que ce soit en charge sociale, que ce soit en ISOC, nous sommes systématiquement dans les 3 pays qui taxons le plus. ISOC, c'est l'impôt des sociétés. On va commencer déjà à déchiffrer, sinon on ne va pas s'en sortir. Qui doit payer, selon vous, moins d'impôts désormais? Pour la partie personne physique, nous pensons qu'il faut que 2 groupes de la population principalement payent moins d'impôts. Les bas salaires, les personnes qui travaillent et qui ne sont pas suffisamment récompensées au travers de leur salaire poche de ce qu'elles ont Ça veut dire quoi les bas salaires, pour le téléspectateur qui nous regarde? Quand on gagne 2 000 € par mois, par exemple. C'est un bas salaire, ça ou pas? À l'heure d'aujourd'hui, nous estimons que quelqu'un qui gagne 1 100 € net par mois, qui paye déjà 40% d'impôts, ça c'est beaucoup trop, il faut changer cela. Donc ça c'est un bas salaire qui doit absolument être récompensé, il doit payer beaucoup moins d'impôts. Et le deuxième public cible que nous voulons récompenser, c'est la classe moyenne. La classe moyenne qui évidemment est le citron pressé de toutes les politiques actuelles menées en cette matière. Il faut que la classe moyenne... Les politiques actuelles menées par un gouvernement dont vous êtes partenaire, je rappelle. Il est clair que depuis 2 ans, l'ensemble des partis au gouvernement ont dû prendre des mesures pour remettre le pays sur pied, pour avoir une stabilité en termes financiers, que des mesures compliquées ont dû être prises. Mais donc aujourd'hui, le constat est là, la croissance redémarre doucement, il faut un électrochoc fiscal, il faut absolument que l'on diminue l'impôt sur les personnes physiques, surtout pour les personnes qui travaillent et qui doivent être... Alors, pour évacuer certaines polémiques, on va dire ça comme ça, de ce week-end, le MR, en fait, annonce une exonération, donc pas d'impôt, sur les 13 000 premiers euros pour les personnes qui gagnent jusqu'à 50, voire 70 000 €. Ce plafond, ce n'était pas annoncé, entre guillemets, dans le programme initial. Est-ce que vous avez reprécisé, repaufiné vos chiffres, oui ou non? Pas du tout. Nous avons clairement dit que le taux à 0% pour les 13 000 premiers euros vise à récompenser les bas salaires. Et donc, cela va de soi. C'était implicite, selon vous, que ça concernait cette tranche. Ça concerne les personnes qui ont entre 50 et 70 000 €. C'est Ahmed Lawedge, du coup, vous avez qualifié le MR de menteur. Il est sur ce plateau. Alors, que dites-vous à M. Clarinval? Vous dites, qui peut encore croire ce parti? Pourquoi? Alors, menteur, ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. J'ai dit abuser l'opinion publique, ce qui est déjà pas mal. Soit il a délibérément menti, ce qui est encore plus grave. Oui, bon. Tout à fait. Mais alors, c'est une hypothèse. Mais en l'occurrence, je reviens sur les faits. J'entends M. Clarinval maintenant sur ce plateau. Je reprends les déclarations de M. Michel. On voit rien à l'écran, donc expliquez-nous ce qu'il dit. Chez M. Michel, chez vos collègues de Sud Presse. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'il dit à l'occasion de cette interview? Il dit une chose très claire. Il dit, nous proposons que jusqu'à 13 000 €, tout revenu, soit désormais frappé d'un taux zéro. On ne peut pas être plus clair que cela. Ça veut dire que même quelqu'un qui déclare 300, 400, 500 000 € bénéficierait de la réforme fiscale proposée par l'EMR. C'est ce qui a d'ailleurs rendu la réforme fiscale proposée par l'EMR complètement impayable. Rien que sur l'impôt sur les revenus, l'université de Louvain, donc pas le Parti socialiste, a dit 15 milliards. Alors que dites-vous à M. Clarinval? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a commencé par dire nous avons en Belgique les taux de prélèvement obligatoire les plus élevés en Europe, etc. Mais nous avons aussi des services publics, nous avons aussi des protections sociales. Et nos impôts
finance nos services publics et nos cotisations sociales financent les protections sociales des travailleurs. Les cotisations sociales sont une partie du salaire qui permettent d'assurer les travailleurs contre toute une série de risques. Et donc le projet du MR ne permettra pas cela? Il est clair que si vous avez une réforme fiscale qui coûte 15 milliards à l'impôt des personnes physiques, rajoutez 5 milliards à l'impôt des sociétés, vous videz les caisses de l'État, vous menacez les pensions et vous menacez les soins de santé. Alors concrètement pour le PS, pour vous, qui doit payer moins d'impôts alors? Nous voulons une réforme fiscale qui soit à la fois juste, responsable et efficace. Ça, c'est juste, des slogans. ça veut dire quoi? Concrètement pour le Ce ne sont pas des téléspectateur. slogans, c'est une vraie charpente qu'on ne retrouve pas chez d'autres partis Le politiques. salaire moyen belge, c'est 38 000 € bruts par an. Concrètement, donc le citoyen qui gagne plus ou moins ça, qui a le salaire moyen, est-ce qu'il va payer moins d'impôts? Eh bien, c'est précisément ce point de repère que nous prenons. Nous disons, nous, que nous voulons cibler en priorité les salaires à hauteur de 3 400 € bruts par mois. Autrement dit, un net qui se situerait autour de 2 000 € par personne. Ça veut dire dans un ménage, 4 000 € net. Pourquoi est-ce que nous faisons ça? D'abord, nous couvrons 70% des travailleurs. Deuxième élément, nous voulons être responsables au plan budgétaire. On pourrait évidemment faire une réforme fiscale qui profiterait à certains nantis, mais ce serait impayable. Troisième élément, il faut pouvoir être efficace. Pourquoi? Si vous diminuez les impôts d'un certain nombre de grands patrons, comme c'était prévu dans la réforme fiscale du MR, qu'est-ce que vous faites? Vous augmentez leur taux d'épargne, ça ne revient pas dans l'économie. Donc on doit cibler en priorité les bas et moyens revenus, je dis bien en priorité, en fonction de nos capacités budgétaires, car hors de question pour nous de menacer les soins de santé ou les pensions. Melchior Wathelet, allez, on reste dans l'ambiance. Vous entrez aujourd'hui dans la danse en dénonçant le fiasco fiscal. C'est difficile à dire. Fiasco fiscal? Oui, pas très difficile à dire. Mais non, parce qu'on a vraiment l'impression, oui, je crois que Pierre Kroll vient de d'ailleurs magnifiquement résumer le début de ce débat. C'est qu'on voit des cadeaux qui passent un peu partout dans le ciel et ben oui, on est à 2 mois d'élection. Mais vous aussi, vous présentez des cadeaux. Alors, qui doit payer moins d'impôts? Je sais pas, si vous estimez qu'un cadeau, c'est une réforme fiscale qui s'autofinance et dont l'ensemble de l'effet retour, ça veut dire que la création d'emplois liés à cette réforme fiscale, elle n'aide même pas à financer la réforme fiscale, mais qu'elle est réinjectée dans notre économie, parce qu'on va devoir continuer à remettre nos finances publiques dans la ligne européenne. Ce n'est pas des cadeaux, c'est simplement un déplacement de la fiscalité. Donc ce qu'on a fait, nous, au CDH, très clairement, ce n'est pas un cadeau, c'est un déplacement de la fiscalité. On doit taxer plus fraudeurs, spéculateurs, on va venir pollueurs. Comment tout à l'heure, comment on finance ça. Mais concrètement, et alors, pour les où est-ce qu'on citoyens, investit? combien plus dans la poche? Voilà, où est-ce qu'on investit? Là, c'est vrai que, contrairement au PS, par exemple, on ne se limite pas aux personnes en dessous des 3 400 €. On va un peu plus loin pour toucher un peu plus la classe moyenne. Et surtout, enfin, on indexe les barèmes pour enfants à charge. Donc, quand vous avez des enfants à charge, quand vous avez charge de famille, Bonus quand famille, en plus quoi. Ce sont des enfants handicapés avec une charge financière plus importante, je ne dois pas vous la décrire, malheureusement. Et donc, ces montants-là n'ont plus été indexés depuis 10 ans. On les remonte également pour valoriser cette véritable argent net en plus pour ces personnes, principalement. Donc vous êtes en train de nous dire que, contrairement au Parti Socialiste, vous brassez plus large, vous englobez la classe moyenne, alors que le PS ne le fait pas. C'est une différence un peu, une différence par rapport au PS. On ne peut pas laisser passer ça. Deuxième élément que je veux évoquer, c'est que on réinjecte une partie de l'argent dans le cadre de notre réforme fiscale, principalement dans ce qui peut valoriser l'emploi. Deux éléments. C'est mon deuxième chapitre. On parlera justement des sociétés. Zéro cotisation pour le premier emploi pour les jeunes. Et deux, un investissement fort dans le secteur du non-marchand. Alors, restons on sait que c'est un secteur qui a besoin d'un soutien financier et on sait que ce sont des emplois fondamentaux de soutien aux personnes dans notre société. Ce sont les infirmières, c'est les personnes qui travaillent en maison de repos, ce sont tous ces emplois dont on a besoin pour soutenir la population. Restons d'abord sur le portefeuille du citoyen. On viendra au cas des sociétés plus tard. Georges Gilles-Quinet, selon vous, qui est lésé pour l'instant sur la situation fiscale et qui doit en bénéficier, en tout cas selon votre projet? J'écoute patiemment 3 collègues qui viennent de parler et qui font partie de la majorité. Et aujourd'hui, la réalité de notre système fiscal, c'est qu'il est injuste, il fait porter une charge proportionnellement trop importante pour les bas salaires, il épargne les revenus des capitaux et il est inefficace sur le plan économique. C'est difficile aujourd'hui de créer de l'emploi en Belgique. C'est le prix d'un système social qui fonctionne bien, mais il y a moyen d'améliorer les choses avec un financement alternatif de la sécurité sociale. Ce que nous proposons, c'est effectivement d'améliorer la progressivité de l'impôt. Au début, par rapport à ceux qui gagnent le moins d'argent, effectivement, relever la quotité exemptée d'impôt, la partie du salaire sur laquelle on ne paye pas d'impôt,
jusque 40 000 € et puis de façon dégressive ensuite. Et en finançant ça, parce qu'il faut être responsable, nous pensons qu'il y a moyen de faire une réforme fiscale neutre sur le plan des recettes totales, mais qui améliore le salaire des plus bas salaires et des allocataires. Comment? En globalisant la fiscalité, en traitant les revenus du capital de la même façon que les revenus du travail. Aujourd'hui, quand on gagne... Voilà, pour l'instant, expliquons brièvement aux téléspectateurs, donc les revenus mobiliers du capital ne sont pas pris en compte. Globalement, il y a ce qu'on appelle le précompte libératoire. Voilà. Quand on travaille, on est taxé de façon progressive sur ses revenus. Plus on gagne et plus les tranches, attention, plus la partie au-delà d'un certain montant est taxée. Par contre, la taxation sur les revenus des capitaux, les placements, quand ils sont taxés parce que des plus-values sont exonérées, c'est une taxe forfaitaire, une contribution forfaitaire. Nous voulons qu'elle devienne aussi progressive en fonction des revenus, de façon telle à ce que ceux qui gagnent le plus, via les revenus des capitaux, contribuent davantage, comme c'est le cas sur les revenus du travail. Et tout ça permettra de financer, effectivement, cette amélioration du pouvoir d'achat des Allez, on continue notre petit tour des moyens. promesses électorales, si je peux me permettre. Bernard Clairfailly, vous dites, au PS et au MR, on est dans un jeu de cadeaux fiscaux, mais concrètement, on ne s'attaque pas aux besoins du citoyen. Alors, quel est, selon vous, ce besoin du citoyen? On vient d'entendre une série de promesses et des milliards et des montants qui sont difficiles à estimer. Le premier problème de notre fiscalité, et chaque citoyen qui fait l'exercice de remplir sa déclaration fiscale s'en rend compte, c'est que notre fiscalité, elle est complexe. Elle est éminemment complexe. Et cette complexité fait qu'il y a beaucoup d'occasions de fraude. Parce que quand la législation est complexe, il y a toujours manière de trouver des interprétations, des bizarreries et des problèmes. Et donc, il y a des opportunités de fraude. Et deuxièmement, on a tous le sentiment que les autres payent moins que soi. Et on a tous envie de trouver un truc pour s'arranger. Bon, au-delà des sentiments du coup, votre projet, il faut d'abord simplifier la fiscalité. En 1988, il y avait 225 codes dans la déclaration fiscale. Aujourd'hui, il y en a plus de 700. Est-ce qu'en 1988, notre fiscalité était gravement injuste? Non. Il faut donc simplifier en s'attaquant à toute une série de niches fiscales pour rendre la fiscalité compréhensible par tout le monde. Et par rapport aux différents projets, par rapport aux différents projets proposés, que ce soit celui du Parti socialiste, de MR, CDH, l'écolo, où vous situez-vous dans ces différentes réformes? Nous pensons, comme beaucoup, qu'il faut baisser la fiscalité sur les bas et moyens salaires. Nous estimons qu'il faut relever les charges professionnelles pour que les gens qui travaillent et qui gagnent entre 1 200 et 1 800 € par mois aient un net en poche plus important pour pouvoir lutter Combien, justement? Vous avez des chiffres? Pour les gens à 1 200 € net par mois, il faut 100 € net par mois de plus en poche pour les gens qui travaillent. Et ce montant doit être progressivement réduit pour qu'il soit d'environ 30%, 30 à 40 € net par mois en plus pour ceux qui ont 1 800 € par mois. Ça coûte 2,5 milliards. Ça coûte 2,5 milliards. Ça lutte contre les pièges à l'emploi. Parce que ce qu'il faut dans la fiscalité aussi, c'est qu'il y a toute une série de gens aujourd'hui qui ne payent pas d'impôts parce qu'ils n'ont pas d'emploi et qui aimeraient bien en payer et avoir un emploi. On va parler Notre fiscalité trop élevée sur le travail est une des causes du chômage qui pèse chez nous. Et donc, il faut baisser la pression fiscale, notamment sur les bas salaires, pour permettre à plus de gens de travailler et de payer des impôts. Avant de faire réagir les représentants politiques sur le plateau, on va se tourner vers les partenaires sociaux. Anne de Meulen, quand vous entendez ces différents projets, est-ce que vous applaudissez, vous dites chouette, on s'attaque à un véritable problème, ou il y a un décalage par rapport à ce que vous disent vos travailleurs? Mais il y a des choses intéressantes qui sont dites, mais parce que la fiscalité est un moyen fantastique pour réduire les inégalités sociales qui sont en train de grimper fortement dans notre pays. Mais la fiscalité, c'est aussi un choix de société. Ça veut dire clairement, est-ce qu'on va mener une véritable réforme fiscale dans ce pays et pas un électrochoc fiscal, parce que c'est d'une réforme en profondeur dont nous avons besoin. Nous avons toujours dit au niveau de la FGTB, la Belgique est un paradis fiscal pour les riches et un enfer fiscal pour les travailleurs. On semble nous avoir entendu en ce qui concerne les bas, les moyens salaires. Et là, partout on entend. Mais attendez, je ne voudrais pas cependant que l'on considère que la seule façon d'augmenter les salaires dans notre pays est de revoir la fiscalité. On va avoir fin d'année des négociations interprofessionnelles où, j'espère, on va lever le gel des salaires qui plombe le pouvoir d'achat des travailleurs, où là, on pourra peut-être enfin négocier des augmentations de salaire. Restons quand même sur ce problème fiscal. On entend différents projets, tous veulent baisser les charges fiscales sur les moyens salaires. Est-ce que, selon vous, on touche là au réel problème ?
Alors, Est-ce que c'est faisable? on a un gros problème en Belgique, bien évidemment. On a toujours dit que les salaires, les bas et les moyens salaires étaient beaucoup trop taxés par rapport aux tout hauts salaires. C'est-à-dire, par exemple, les salaires de plus de 8 000 € bruts par mois. Donc, je suis très concrète. Un autre problème, évidemment, c'est que les salaires sont beaucoup trop taxés en Belgique par rapport aux autres formes de revenus. Et là, il y a très clairement certains partis qui disent « OK, il faut un rééquilibrage ». Et là, nous sommes d'accord. Mais, Monsieur Gadissier, je voudrais vous rendre attentif. Tous ces partis parlent à un moment donné de baisser la fiscalité sur les salaires. Certains disent qu'ils vont compenser avec les revenus du capital. Le problème, c'est qu'il y a très peu de transparence en Belgique. On ne connaît pas les revenus du capital correctement. Et donc, moi, je ne voudrais pas qu'on rentre dans un jeu de dupes où tout le monde sera d'accord pour baisser la fiscalité sur certains salaires, les bas et les moyens. Et concrètement, ça n'aboutisse pas. Attendez, on ne va pas compenser, et ça veut dire qui va en faire les frais? Les services publics, enseignement, soins de santé, etc. La création d'emplois de qualité, parce qu'il va quand même falloir créer de l'emploi de qualité au lieu d'envoyer on va continuer notre tour de table. des chômeurs se voir exclus du système d'allocation de chômage. Donc, pour nous, c'est très important. On entend les libéraux dire le PS s'attaque aux classes moyennes. Ça a été les différentes critiques cette semaine. Donc aux petits entrepreneurs notamment. C'est votre avis, ça? Que justement, dans les différents projets pour l'instant sur la table, c'est un peu le fourre-tout des classes moyennes, mais que c'est quand même elles qui vont payer au final l'addition? Je n'en sais rien. Oui, enfin, je vais quand même répondre. Mais je vais commencer par dire que, en entendant tous les programmes, je suis envahi par un grand bonheur. Parce que quand je vois les milliards qui sont en cause, ça prouve que nous avons encore des moyens dans ce pays et que donc j'espère qu'un jour, on va commencer à s'attaquer sérieusement au coût du travail. C'est pour un autre dimanche, on est bien d'accord. Et je reviens donc à l'impôt des personnes physiques. Et donc je suis très optimiste à cet égard-là. Quant à la question que vous avez posée, ce sont toujours les classes moyennes qui ont trinqué dans ce pays. C'est évident, ça. Mais là, c'est l'objectif affiché de tout le monde. Historiquement, et dans tous les pays du monde, on a fait peser le poids le plus lourd de la fiscalité. Et est-ce que vous croyez réellement qu'il y a un changement possible? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Qui est-ce qui décide de la fiscalité? C'est un gouvernement, c'est un État. Et donc, sur tout ce qui a été dit jusqu'à présent, première remarque, la justice sociale, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas que pour les bas et les moyens salaires, à chacun selon ses revenus, naturellement. Mais je ne peux pas partir de l'idée que ce qu'on appelle les nantis doivent être nécessairement exclus de toute notion de justice sociale. Deuxièmement, les bas et les moyens salaires, et on retombe sur les classes moyennes, sont effectivement la cible parce que en améliorant leur situation, on peut rencontrer plusieurs objectifs. Celui de justice sociale, bien sûr. Deuxièmement, ça a déjà été dit, mais peut-être pas aussi précisément que ça, la fiscalité peut servir à supprimer un certain nombre de pièges à l'emploi. On sait très bien... On va toiletter tout ça, quoi. Mais ça peut enlever certains. En relevant les seuils de taxation, et je trouve effectivement qu'on commence à taxer trop tôt, c'est-à-dire que les seuils sont trop bas à l'impôt des personnes physiques, on peut résoudre en partie le problème du chômage. En même temps, si on diminue d'un côté, on doit forcément augmenter de l'autre. Vous dites qu'il faut une fiscalité juste pour tout le monde, mais si on baisse les bas et les moyens, il faut forcément qu'on augmente au niveau des hauts revenus. Vous n'êtes pas obligé d'aller chercher les revenus de l'État, puisque c'est de ça qu'on parle, uniquement dans la fiscalité de l'impôt des personnes physiques. Il y a quand même les arbitrages du gouvernement qui comptent. Si on choisit, par exemple, ce que je vais dire ne va pas plaire à tout le monde, mais je ne suis pas là pour ça non plus. Non. Si vous choisissez de baisser la TVA sur l'électricité de 21 à 6%, vous faites un choix qui a ses mérites, qui a ses inconvénients, mais vous vous privez des moyens nécessaires pour agir ailleurs. Par exemple, en mettant ces moyens-là dans une réforme de l'impôt des personnes physiques. Marie-Hélène Ska, justement, on vient de dire, il y a forcément des gagnants dans ces différents projets fiscaux, mais il y aura des perdants. Alors qui, selon vous, va sortir lésé ou pourrait sortir lésé de ces différents projets de réforme fiscale? Tout d'abord, nous sommes très heureux d'entendre que dans cette campagne électorale, on va enfin parler de fiscalité. Ça fait des années qu'on ne parle plus de fiscalité et que dans les différents partis, on a l'impression qu'on a oublié cet instrument fiscal important pour les débats à venir. Et donc c'est très bien. Nos craintes, c'est que l'on ne continue à saucissonner
le citoyen en disant il y a le travailleur et on va diminuer la pression pour le travailleur. Et puis il y a le consommateur, mais là on peut peut-être discuter des TVA. Et puis il y a l'épargnant et là on va regarder. Nous demandons que l'on considère chacun de manière globale. Et donc moi je n'ai entendu, en tout cas dans les propositions qui ont été émises jusqu'à présent, aucun élément de globalisation des revenus, aucun élément de transparence sur les revenus. Alors je suis très frappée de voir à quel point, dès que vous êtes sans emploi, que vous avez juste le revenu de votre travail, eh bien, on vous soupçonne de ne pas faire la transparence sur vos revenus. Dès que vous avez d'autres types de revenus, eh bien, là, respect de la vie privée et plus rien à dire. Donc, oui, effectivement, la globalisation des revenus. Une des clés, c'est la globalisation des revenus. L'autre clé, c'est effectivement la transparence et le fait de pouvoir aujourd'hui faire contribuer à des fonctions collectives des biens qui n'y contribuent pas, que ce soit l'impôt sur la fortune, que ce soit la taxation des plus-values, ça, on peut en discuter, mais c'est extrêmement important. Autre élément que je veux mentionner, et je veux le mettre dès maintenant dans le débat, la fiscalité est en tout un des seuls enjeux en Belgique pour lesquels il n'y a pas de lieu pour en discuter. Donc c'est très bien qu'on le fasse sur un plateau de télévision. Vous dites que c'est dans les salons feutrés. C'est dans les salons. C'est dans les. Après les élections, c'est dans les salons feutrés que ça se passe. Quand on discute de compétitivité, il y a des lieux pour discuter de la compétitivité. Quand on discute des diminutions de cotisations de sécurité sociale, il y a des lieux pour en discuter. Lorsqu'on discute de protection sociale, il y a des lieux où des arbitrages se font. En matière de fiscalité, il n'y a, à ma connaissance, pas de lieu où ces débats peuvent être, à un moment donné, débattus. C'est un élément extrêmement important. On va, voilà, dans les différentes commissions. On va continuer, si je vous propose, parce qu'on a plein de thèmes à aborder aujourd'hui. On a parlé du pouvoir d'achat, pouvoir poche du citoyen. Parlons des entreprises. Comment créer de l'emploi et du coup, comment créer une situation favorable à la création d'emplois. Ahmed Laouedj, le PS, propose de supprimer les intérêts notionnels. Or, on a l'impression, en tout cas c'est ce que je vois lors des différentes missions économiques à l'étranger, le Premier ministre, les ministres-présidents qui sont socialistes, proposent ces avantages fiscaux comme un atout de la Wallonie et de la Belgique. Donc si on les supprime, qu'est-ce qu'on fait à la place? Il y aurait beaucoup à dire sur votre introduction, mais enfin je viens sur l'objet de la question. Premier point, vous avez deux grandes options en matière de fiscalité des entreprises. Faire ce que certains suggèrent, ce qu'on appelle des réductions linéaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire on diminue les taux pour tout le monde, sans contrepartie, sans condition. C'est une première façon de faire. C'était par exemple les intérêts notionnels. Le bilan au niveau de l'emploi, de l'investissement productif n'a impressionné personne, à commencer par la Banque nationale. Donc ça n'est pas la bonne option. Donc on supprime. L'autre option, c'est de prendre l'enveloppe budgétaire actuelle des intérêts notionnels et d'en faire autre chose. Ce que nous disons, nous, c'est qu'on doit faire des choses ciblées, bonifier la qualité de notre tissu économique, notamment récompenser les entreprises qui investissent dans des actifs productifs, mais aussi dans la recherche et le développement. Mais ce discours-là, on l'a déjà entendu lors du plan de relance du gouvernement Di Rupo, donc on a déjà fait des efforts, on doit encore aller plus loin. On a déjà fait des efforts, on a par exemple réactivé la déduction pour investissement. Je poursuis parce que le triptyque est vraiment très important. Mais je dois quand même volume de l'emploi. Le volume de l'emploi. On doit aussi récompenser les entreprises qui sont vertueuses en matière de création d'emplois, qui n'ont donc pas une logique de profit à court terme, mais de logique de développement à long terme, en répartissant de manière équitable les bénéfices entre les travailleurs et par ailleurs ceux qui financent. On va rester sur ces intérêts notionnels. David Clarinval, si le MR est dans le prochain gouvernement, est-ce que ça sera avec les intérêts notionnels ou est-ce qu'on les supprime selon vous aussi? Donc, tout d'abord, le MR est content que, comme l'ont dit d'autres, ce thème soit à l'ordre du jour. Nous avons imposé le sujet sur le débat politique et enfin, l'ensemble des partis se bougent sur le sujet. On comprend bien que le PS attrape de l'urticaire quand on parle de diminuer les impôts. Le PS fait de la rétention et de l'objection. Mais nous sommes heureux d'avoir imposé le sujet. Deuxième, comment financer cela? Du coup, il faut supprimer les intérêts notionnels. Ce qui différencie le MR des autres partis, c'est que nous, en effet, nous n'avons pas une compensation totale de la réforme fiscale. Nous disons qu'il faut diminuer et pas nécessairement compenser. Les autres partis diminuent de la main droite, mais augmentent de la main gauche. Et le fait est neutre. Nous disons qu'il faut aller plus loin, il faut qu'il y ait une diminution. Vous dites quand même qu'il faut réorienter les intérêts notionnels. Ça veut dire qu'il y avait des objectifs qui ne sont pas atteints. Pour les intérêts notionnels. Donc, les notionnels, on peut y toucher à condition qu'on ait une diminution du taux facial de l'ISOC. Si on diminue à 23%, comme on le propose pour les grandes entreprises, et à 20% pour les PME, on peut réorienter alors les notionnels. On peut travailler sur les notionnels à ce moment-là, mais c'est donnant-donnant. On ne peut
peut pas supprimer les notionnels comme le veulent tous les partis ici autour de la table, à notre exception, et ne pas diminuer les impôts sur les sociétés en compensation. Sinon, alors on augmente globalement la taxation sur les entreprises. Donc si on diminue sur les notionnels, alors il faut diminuer... Juste Allez, un réplique et puis on un enchaîne. chiffre. Ces mesures qui sont votées ensemble, Le MR s'entête à ne pas voir que les intérêts notionnels aujourd'hui profitent pour moins de 10% aux PME qui pourtant couvrent 67% de l'emploi. Ils prétendent être le parti des classes moyennes, ils prétendent être le parti des PME et ils font tout le contraire dans leur programme électoral. Anne de Melaine, vous êtes pour la création d'emplois en Belgique et en Wallonie. Bien On sûr. est d'accord. Alors, comment faire pour attirer des entreprises? On parle des PME, mais les multinationales qui profitent notamment de ces intérêts nationaux, on dit bye-bye. Mais écoutez, déjà, maintenant, tout le monde s'accorde à dire que les intérêts notionnels, ça ne crée pas d'emploi, ça, on le savait. Ouais, mais ça ne on crée les pas défend non plus de encore, hein. richesse, vraiment, parce que ça attire des multinationales qui viennent faire de l'optimalisation fiscale en Belgique, d'une part, et elles n'apportent pas, évidemment, de création d'emplois, et profitent à certaines qui ont les moyens de se payer des avocats. Alors, comment les fiscalisés. attirer avec des Ça, garanties? Écoutez, moi, je trouve que la proposition du MR, qui consiste à dire ramenons l'impôt des sociétés faciales à 23% pour les grandes sociétés, 20% pour les petites, mais déjà, Monsieur Clarinval, si on supprimait toutes les niches fiscales, mais toutes, hein, on ne va pas revenir après les intérêts notionnels avec d'autres choses qui vont encore permettre, à la limite, la même ingénierie fiscale. Vous voulez attirer des investisseurs en Belgique, vous voulez que les PME, à la limite, en tirent profit, eh bien, mettez le taux facial de l'impôt des sociétés à 25% minimum, mais arrêtez avec les niches fiscales, parce que c'est là où l'injustice se crée au niveau de l'impôt des sociétés. Allez, Melchior Watley, le CDH propose 140 000 emplois, création de 140 000 emplois. Comment vous faites pour attirer les entreprises pour qu'elles créent 140 000 emplois, en plus des prévisions du bureau de plan? Attention que, comme je l'ai bien dit, notre réforme fiscale, révolution fiscale, pourquoi est-ce qu'on a appelé ça révolution fiscale? Un, parce qu'elle peut se faire et qu'elle est crédible, c'est quand même pas mal. Et deux, parce que surtout, elle est globale. Ça veut dire que, par exemple, une partie de la suppression des intérêts notionnels est réinvestie dans des réductions de cotisations. On fait glisser un avantage fiscal en réduction de charges pour l'employeur qui met quelqu'un à l'emploi. Donc on finance une partie des réductions de cotisations pour que les emplois coûtent moins cher, pour que l'on soit plus valorisé lorsqu'on engage des jeunes. On les finance en partie par Ça une aussi, sorte ça fait de partie du plan de relance de recyclage. du Roupeau, Et on va plus la loin. diminution des charges. Mais Le on va MR plus- propose alors- carrément de les supprimer. Oui, mais donc, vous savez, le MR, il proposait jusque vendredi, le MR proposait la quantité exemptée d'impôt à 13 000 €. Ils ont refait les calculs, ils ont vu que c'était trop cher. Maintenant, c'est pour une partie de personnes. C'est vrai que c'est très difficile de le savoir parce que quand on propose quelque chose puis qu'on change, mais ça, voilà. Et les 20 milliards, ils ont compris qu'ils ne savaient pas les financer. Mais deuxième élément, et j'ai envie qu'on en vienne. On peut continuer à s'envoyer des assiettes à la figure, tout cela, et on sait que ça va être ça pendant 2 mois, mais venons-en au fait. Je crois qu'un débat fiscal mérite que chacun mette sur la table ses trucs, ses propositions, et comme ça, l'électeur, il peut choisir. Allez, justement, alors, Vincent attendez, Ritter. alors laissez-moi au moins Ah ben, l'expliquer. vous êtes en train de Mais non, mais faire vous des me posez préambules une depuis question 5 et vous minutes. m'interrompez, laissez-moi au moins expliquer. Et des propositions. Deuxième élément, il y a aussi une réduction du taux facial, ça veut dire ce qui est affiché comme taux de l'impôt des sociétés pour réattirer une partie d'entre eux. Mais on ne va pas à 23%, on sait que c'est impayable, on passe à 30% et puis on diminue avec toujours un taux préférentiel sur les PME. Et dernier élément, soutenir la déduction pour investissement. Vous dites comment est-ce qu'on attire les grands groupes? Pourquoi est-ce qu'on attend ce secteur pharmaceutique en Wallonie, par exemple? Parce qu'on a valorisé les chercheurs qui investissent. Mais investir dans un chercheur, ça crée de l'emploi, ça crée des entreprises, ça crée véritablement de l'activité économique. Ça veut dire qu'on veut utiliser le levier fiscal, qui n'est qu'un levier, pour créer véritablement de l'emploi. Dernier élément pour M. Reuter, par exemple, la baisse de la TVA, parce que c'est aussi de la fiscalité. La baisse de la TVA, M. Reuter, sur l'électricité, elle entre en vigueur le 1er avril. Je la revendique et j'en suis très content. Vous êtes secrétaire d'État à l'énergie. À l'énergie, donc on ne se refait jamais totalement. 6% à partir du 1er avril, vraiment, vrai gain de pouvoir d'achat pour l'ensemble de nos consommateurs. Le bureau du plan nous a dit que c'était le meilleur euro investi, non seulement pour améliorer le pouvoir d'achat des citoyens, mais aussi en vue de doper l'économie et la création d'emplois. C'est le meilleur euro investi pour créer de l'emploi, c'est aussi ça la TVA. On entend que les différents partis veulent mettre le focus, entre guillemets, sur les PME, quitte à supprimer, voire toiletter les intérêts nationaux. Bonne idée, selon vous? D'abord, quand on parle d'impôt des sociétés, il faut éviter de tomber dans la même confusion que pour les aides à l'emploi. Je veux dire ceci, la plupart des aides à l'emploi, à l'embauche, en Belgique aujourd'hui, font partie d'une politique de résorption du chômage et pas d'une politique de développement économique.
Je voudrais que pour l'imposition des sociétés, on évite cette confusion-là et que dès le départ, on sache que c'est une politique de développement économique dont l'emploi, bien sûr, devrait bénéficier. Mais justement, comment attirer les entreprises en Belgique en fixant des garanties pour éviter des polémiques à la Mittal et on en passe? Mais, première chose, il faut arrêter d'opposer les grandes entreprises et les PME, c'est complètement absurde. Et justement, le cas d'Arcelor et celui de Caterpillar devraient montrer les dégâts lorsqu'une grande entreprise s'en va ou subit une restructuration. Les PME ont besoin de grandes entreprises et réciproquement. Bon. Deuxième chose, le taux d'imposition faciale doit être abaissé. Je ne vais pas entrer dans les détails sur le pourcentage, mais il doit être abaissé. Ça, tout le monde est plus ou moins d'accord. Troisième chose, il est clair qu'aujourd'hui, ce sont les petites et les moyennes entreprises qui sont les plus mal loties. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais dépenses non admises, etc. Bref, beaucoup d'entre elles payent plus en réalité que le 33,9% d'imposition des sociétés. Et donc toute réforme de l'imposition des sociétés doit poursuivre ces objectifs-là. Une politique de développement économique qui sera attractive pour les grandes entreprises, un régime pour les PME qui soit meilleur que celui d'aujourd'hui et, si c'est possible, un régime simple, lisible et compréhensible. Et rien que ça, ce serait déjà pas mal. Allez, voilà pour les idées. Combien cela coûte? Comment on va financer ces différents projets de réforme fiscale? Georges Gilquier, vous voulez un impôt sur la fortune. Alors concrètement, est-ce que c'est réalisable? On est obligé d'avancer. Je suis désolé, mais sinon on ne va pas s'en sortir dans les différents chapitres. Je veux dire, sur l'impôt des sociétés, je m'excuse, combien ça coûte les intérêts notionnels? 6 milliards. J'ai ici le rapport de 2005, de cette loi votée par le PS et le MR. Monsieur Renders annonçait 500 millions d'euros. Je veux dire, dans le genre déclaration qui ne correspond pas au fait, le problème, donc vous il est vraiment là. Il faut les recycler, aider davantage les PME, davantage les fonds propres et, je vais venir à votre question, diminuer aussi via un financement alternatif de la sécurité sociale que permet la globalisation des revenus que nous proposons, le coût du travail pour les entreprises. Je pense que c'est la meilleure manière de créer de l'emploi et d'attirer des investisseurs, mais des vrais investisseurs. Alors, où va-t-on chercher l'argent? Vous dites qu'il faut un impôt sur la fortune en Belgique. Concrètement, comment est-ce réalisable? Alors, il n'y a pas de cadastre. Bon, commençons par là. Commençons par créer de la transparence sur les revenus. Mes revenus du travail, ils sont connus de mon contrôleur fiscal. Mes revenus des capitaux, qui ne sont pas très grands, je vous rassure, ils ne sont pas connus de mon receveur parce que le précompte est libératoire et que je suis largement, par ailleurs, en dessous du seuil en deçà duquel on ne paye pas. Créons de la transparence, effectivement, sur ce type de revenus. Et c'est cette manne-là qui permettra de financer un réel boom, entre guillemets, fiscal. Effectivement, mais qu'est-ce qu'on observe en termes de création de valeur, d'évolution de la création de valeur depuis 20 ans? C'est que les revenus issus du travail diminuent, que les revenus issus des capitaux augmentent. Or, les revenus issus des capitaux contribuent très peu au financement des fonctions collectives. Si on arrive à créer la transparence et la progressivité sur ces revenus des capitaux, qui sont principalement concentrés chez les plus riches, les 20% les plus riches reçoivent 65% des revenus des capitaux, les 30% les plus riches reçoivent 80% des capitaux. S'ils contribuent simplement proportionnellement à leurs revenus, on aura effectivement des marges pour créer de l'emploi sur la fortune. Et pour aider David Clarinval, pour le MR, c'est un tabou ça? Irréalisable? En France, l'impôt sur la fortune, c'est en fait un impôt sur les agriculteurs qui sont propriétaires fonciers, car toutes les personnes qui sont fortunées en France ont quitté la France, on l'a bien vu dans la presse. Donc finalement, les seules personnes qui en France payent l'impôt sur la fortune, ce sont les agriculteurs parce qu'ils ne savent pas délivrer. Allez chercher l'argent chez ceux qui en ont le plus. Est-ce que c'est possible ou c'est un tabou pour le MR? On peut en parler, mais il faut éviter d'avoir des effets pervers comme les Français le font depuis un certain temps. Ahmed Lawedge, des effets pervers, les fuites de capitaux, est-ce qu'il y a un risque? Mais vous avez entièrement raison. À partir du moment où le Parti socialiste propose un gain poche de 120 € pour tous les travailleurs qui sont en dessous de moins de 3 400 bruts, 120 € par mois, vous avez raison. Comment est-ce que nous, au PS, nous finançons cela? Nous disons qu'il faut une fiscalité plus juste. Ça veut dire qu'il faut pouvoir financer les 3 milliards d'euros de réduction de fiscalité sur le travail que nous proposons par une meilleure mise à contribution, une fiscalité plus juste des revenus spéculatifs, des revenus financiers. Premier élément. Deuxième élément, en effet, lutter contre la fraude fiscale de manière plus importante qu'on ne le fait. Vous avez entendu les magistrats dire « nous n'avons pas assez de moyens au niveau des parquets financiers ». Le coût de la fraude fiscale, on le ressort à chaque exercice. Oui, mais en même temps... Il faut le faire. Monsieur, je peux terminer. On laisse terminer, monsieur Lawedge. Oui, parce que c'est très difficile, comprenez. Sur l'impôt sur la fortune. Vous me posez une question, j'y réponds. La fraude fiscale... Vous faites un petit virage quand même. Non, mais monsieur Crombé
a pris le taureau par les cornes. Les résultats sont là. On a renforcé l'inspection spéciale. Sur cet impôt sur la fortune, concrètement, comment est-ce réalisable en Belgique? On ne connaît pas le patrimoine des Belges. On a renforcé la lutte contre la fraude fiscale et c'est lié évidemment avec la question que vous me posez. En France, depuis que cet impôt de solidarité sur les grands patrimoines a été introduit, le nombre de personnes qui sont concernées par cet impôt a doublé. Le nombre de personnes qui quittent la France pour cette raison-là est marginal, moins de 1%. Vous dites ça Et dès lors, on part du constat suivant. C'est que vous avez aujourd'hui une concentration du patrimoine, la Banque nationale le montre, dans les mains de 60%, donc 60% du patrimoine concentré dans les mains de 20% de personnes en Belgique. Pourquoi? Parce que pendant très longtemps, on a connu l'exonération des plus-values sur actions. Ça n'est pas faute pour le Parti socialiste de le proposer. De fait, il y a des résistances à droite. Je vais vous donner un exemple. J'ai déposé une proposition de loi sur les stock options. Pourquoi? Parce qu'un grand patron en Belgique a empoché en un an, tenez-vous bien, monsieur Gadisseux, 18 millions d'euros. Nous avons proposé de réformer la fiscalité pour que ces personnes payent au moins un impôt raisonnable dessus. Et ça blocage à droite, blocage du MR. Et je vais être gentil, je ne vais pas dire la position des autres partis présents sur le plateau. Bon. Mais voilà des mesures concrètes. Restons gentils parce qu'on va passer la parole à tout le monde. Monsieur Wathelet, pas de trace justement de cet impôt sur la fortune dans le programme du CDH. Pourquoi? Non, parce qu'effectivement, sur l'impôt sur la fortune, on a peur que ça devienne simplement un impôt sur le foncier en tant que tel, que les grands propriétaires terriens soient injustement taxés. Par contre, effectivement, sur une véritable transparence, on n'a pas de problème, notamment une transparence liée à une taxation des plus-values. Mais je le redis, il faut que ce soit une taxation des plus-values spéculatives et juste. Donc, par exemple, de la mettre au taux marginal, c'est-à-dire à peu près 50%, comme le propose Écolo, de se dire, voilà, tout va dans la progressivité, tout va au taux marginal, ça, je pense que ce ne serait pas juste. Je pense qu'effectivement, on doit avoir, pour financer les différentes réformes fiscales, également une taxation de la plus-value, mais un taux juste. Juste, ça veut dire un taux suffisamment important pour que ça rapporte de l'argent, parce qu'il faut financer l'ensemble des autres mesures, et suffisamment bas pour ne pas qu'il y ait une fuite, et véritablement une fuite à l'extérieur, je dirais à l'extérieur des frontières belges de notre impôt. Monsieur Gadisseux, il faut aussi bien dire que faut arrêter de se dire que c'est uniquement le petit spéculateur derrière son ordinateur qui va financer l'ensemble de la réforme. Hein. Il y a aussi, je le redis, les fraudeurs. Et là, vous dites c'est de la tarte à la crème. Non, mais la tarte à la crème, je veux bien. Hein. Le gouvernement dit Roupeau... C'est pas la tarte à la crème, les objectifs financiers... Eh oui, mais tout ce qu'on a dit en termes d'objectifs financiers, on les a atteints. Et ça, John Crombé, membre du gouvernement fédéral, a atteint l'ensemble de ces dossiers. Marie Lenska, vous ça, il faut quand même le dire, c'est pas la tarte à la crème. Au niveau de la CSC, tout le package, donc impôt sur la fortune, globalisation des revenus, taxation du capital, mais sans tomber dans la rage taxatoire. Donc, expliquez-nous. Mais ce n'est pas tomber dans la rage taxatoire que de dire qu'on doit rééquilibrer aujourd'hui les recettes de l'État entre les revenus qui sont mis à contribution aujourd'hui, notamment les revenus du travail, et les autres revenus qui ne sont pas mis à contribution. Mais moi, je suis quand même très frappée d'entendre dans le débat, et on fera l'évaluation après le 25 mai. C'est pas la première fois qu'on entend cela. Non, mais on fera l'évaluation après le 25 mai. Quelles mesures vont être prises concrètement en termes de globalisation des revenus, en termes de transparence, en termes de création d'emplois? J'entends aujourd'hui énormément de création d'emplois possibles et je m'en réjouis. J'espère qu'on y arrivera. Je veux simplement dire une petite chose. Regardons ce qui se passe tous les jours dans la rue. Il n'y a pas une semaine où les gardiens de prison, les enseignants, les magistrats, le secteur de l'aide à la jeunesse ne sont pas dans la rue pour réclamer des moyens supplémentaires. Alors dire qu'aujourd'hui on va raser gratis et qu'on va faire demain une super grosse réforme fiscale, mais qu'on ne compensera pas, je dis simplement qu'il faudra dire... les services à la population, quoi. Je dis simplement qu'il faudra dire à toutes ces personnes ce que l'on ne fera plus demain et qu'on ne peut déjà aujourd'hui pas faire complètement. Un petit mot sur la fraude fiscale. La fraude fiscale, c'est un peu l'arlésienne, c'est vrai. Mais si on devait organiser des Jeux Olympiques, je peux vous dire que la Belgique serait sur le podium en matière de fraude fiscale. Mesdames Demelène, Eska et Monsieur Reuter, je vais vous demander de quitter le plateau parce que nous allons accueillir dans quelques instants, merci à vous d'avoir participé à ce débat, on va accueillir dans quelques instants deux économistes pour tenter de décortiquer encore un peu les enjeux et la situation de notre pays. Éric de Keuleneer, qui est économiste à la Solvay Brussels School of Economics, et Paul de Grauw, qui est économiste à la KU Leuven. Bonjour messieurs, asseyez-vous. London School of Economics. Et à London School of Economics aussi. Alors,
Première question, vous l'avez entendu, vous avez suivi suivi le débat sur notre plateau, on a entendu beaucoup de chiffres. Est-ce que, selon vous, Monsieur de Keuleneer, tout d'abord, est-ce que c'est possible de chiffrer comme ça un projet de réforme fiscale où on projette et on ne sait pas trop comment ça va aboutir? C'est très difficile. Il y a moyen de chiffrer de façon immédiate, mais il y a toujours des effets induits, d'une part. D'autre part, ça dépend des hypothèses que l'on prend sur la croissance, des hypothèses qu'on prend sur l'inflation. Et alors les effets retour, eux, sont très difficiles à chiffrer. Donc si telle mesure crée de l'emploi, combien cet emploi va rapporter en recettes fiscales, évidemment ça impacte énormément. Du coup, quand certains parlent d'effets neutres, budgétairement, que ça ne coûtera rien, les dépenses et les recettes sont compensées. Est-ce que ça, c'est réalisable, c'est possible, vu les paramètres économiques qui évoluent? C'est très très difficile de chiffrer cela avec précision. Il faut savoir que c'est toujours une évaluation. C'est la web dit c'est du charlatanisme. Ça dépend des hypothèses. Ça dépend des hypothèses. Mais dans les grandes lignes, on sait que certaines mesures vont coûter de l'argent, que d'autres mesures vont rapporter, et on peut espérer avoir... alors ça dépend de l'objectif. On peut viser à avoir des choses qui s'équilibrent, donc des recettes qui compensent, ou bien dire non, en faisant telle réduction, par exemple, d'impôts, on va créer tellement de richesses que ça va automatiquement... Voilà. Monsieur De Grauw, sur ces différents projets de réforme fiscale, votre impression tout d'abord un peu du débat politique, est-ce que tout ça paraît réalisable ou est-ce qu'on est dans de la musculation préélectorale ou carrément électorale même? Mais il me semble quand même qu'il y a un certain degré de fiction dans tout cela. Hein. On faisait déjà allusion à cela. Quand on fait des calculs des recettes de certaines réformes fiscales, on a toujours en tête un modèle économique. Et des paramètres, de l'instant présent. On fait des hypothèses, comme Eric vient de le dire, on fait des hypothèses. Mais souvent, ce sont des hypothèses qui sont très différentes par rapport à l'un parti et l'autre. Tout le monde fait des hypothèses différentes. C'est pourquoi, en fait, on devrait suivre une procédure qui est comparable, c'est-à-dire mettre tout ça dans le modèle du bureau du plan. Dans un super ordinateur qui va tout nous calculer l'histoire. Mais on a des modèles. Le bureau du plan a des modèles. Et ça se fait dans d'autres pays, mais ça ne se fait pas en Belgique. Et pourquoi, selon vous? Pourquoi il y a ces réticences, justement, à comparer? Je ne sais pas. Chacun aime créer des fictions, je crois. Donc c'est un peu l'art de la politique de créer des illusions. Alors on est en train de créer des illusions. Certains justement visent la neutralité, d'autres pas. Est-ce qu'on peut du coup risquer un dérapage, Monsieur Clarinval, dans cette dynamique? Est-ce que la réforme doit être neutre ou pas? Vous avez pris position. Mais nous assumons. Nous ne voulons pas un effet neutre, nous voulons une diminution de la fiscalité en Belgique. Et donc, les autres partis... Il faut prendre un risque. Les autres partis ici compensent, avec toutes les précisions que les deux économistes viennent d'apporter, mais ils prévoient des recettes en compensation. Donc ils donnent de la main droite et ils reprennent de la main gauche. Laissez-moi. Et nous assumons. On prend à certains, mais on ne reprend pas forcément à d'autres. Attendez, on va écouter d'abord monsieur. Nous assumons, nous sommes les seuls ici, qu'il faut diminuer globalement. Nous chiffrons cela, selon nos estimations, à entre 5 et 8 milliards qui vont coûter à l'État globalement pour diminuer l'impôt sur le revenu, pour diminuer l'impôt sur les sociétés, pour diminuer les charges sociales. Et alors, évidemment, il y a des effets retours qui seront positifs avec la création de consommation, puisque les personnes vont gagner plus, elles vont consommer plus. Et c'est là-dessus que vous jouez, justement. Il y a aussi, je vais terminer, il y a aussi la création de nouvelles taxes, puisque la TVA va s'appliquer, donc il y a des effets retours, et la création d'emplois, puisque les charges diminuent, les entreprises engagent, et il faudra, et c'est là que nous devrons travailler le plus, faire des économies au sein de l'État. Monsieur Lawedge, réaction au sein de l'État qu'il faut. Par rapport à c'est vraiment toute la différence là, entre les deux programmes, celui du MR et celui du PS. Nous disions, nous couvrons 70% des travailleurs par notre réforme fiscale, 120 € par mois pour chaque travailleur. Comment vous pouvez assurer un effet neutre budgétairement? J'essaye de répondre à vos questions, M. Gadisseux. Donc, nous couvrons 70% par notre réforme fiscale. Mais nous garantissons à 100% de la population des services publics et de la sécurité sociale à un très bon niveau. Parce que du côté du MR, ils en sont aujourd'hui
a inventé une prime à la casse des services publics. Donner des bonus aux managers publics qui font des coupes sombres dans leur département. Autrement dit, il demande à des fonctionnaires de leur financer leur réforme fiscale. Voilà la différence entre le programme du MR et le programme du Parti socialiste. Monsieur Wathelet, vous dites c'est suicidaire. Je vais vous passer la parole, monsieur. En campagne, après le Karcher social, la réforme fiscale qui peut investir l'économie. C'est un peu facile. C'est les grands mots. Vous dites c'est suicidaire. Oui, je dis que ce en quoi je suis absolument pas d'accord avec ce que M. Clarinval vient de dire, c'est qu'il oublie dans son raisonnement le fait que si on ne fait rien, pour ne fût-ce que garantir le respect de nos obligations européennes à nos finances publiques, Paiement des pensions. on doit aussi couvrir dans un horizon de 5 ans environ 8 milliards d'euros. Ça veut dire que... Mais non, vos économies, elles servent à financer votre réforme fiscale. Mais ça veut dire qu'il y a toujours ces 8 milliards qui ne sont absolument pas financés. Raison pour laquelle... Alors, Monsieur Gadisseux, je dois aussi donner une certaine... Allez, on fait tous nos estimations. Quand on parle de réforme fiscale, de réforme de l'ordre de 7 milliards et demi... Il y a forcément des paramètres. Oui, on est parti, nous, du bureau du plan. C'est vrai qu'on est parti sur les perspectives de croissance. Et il y a une partie de... Mais je crois que pour que les citoyens puissent comprendre, il faut aussi essayer de chiffrer et de dire comment on a chiffré. Ne fût-ce que de donner la transparence sur la manière dont on chiffre, c'est assez positif. Et donc ça veut dire que dans le raisonnement, il faut aussi inclure le fait qu'on doit aussi améliorer nos finances publiques pour au moins respecter nos exigences européennes. Sur cet effet retour que propose le MR, cette nécessité d'avoir un effet neutre, entre guillemets, que proposent les 3 autres partis, votre avis là-dessus? Mais les experts viennent de le dire, on travaille sur des hypothèses mouvantes, on ne sait pas très bien quelles hypothèses prennent un parti, prennent un autre parti, on crée des illusions. Pour vous, il faut un risque, c'est obligatoire? On crée des illusions. Le MR vient de participer à un gouvernement qui a augmenté de 22 milliards la pression fiscale, il annonce maintenant qu'il va baisser de 5 à 10 milliards. Autrement dit, l'ensemble des économies réalisées, c'est pas la même chose. C'est faux. Or, nous savons, et le FMI vient de nous le rappeler, et le FMI vient de nous le rappeler, il faudra à l'avenir faire encore des efforts budgétaires qui ont été chiffrés à 13 milliards par le FMI. Donc le contexte budgétaire va être très très difficile demain. Autrement dit, il faut imaginer des glissements de la fiscalité qui vont dans un sens est-ce que ces glissements doivent être équilibrés ou pas? C'est ma question. Il faut avoir une vision de la société, il faut taxer moins le travail pour qu'il y ait plus de gens qui puissent travailler, il faut éventuellement taxer plus la pollution pour qu'il y ait moins de phénomènes de pollution dans ce pays, il faut faire évoluer, il faut globaliser la fiscalité sur les revenus du capital, parce qu'aujourd'hui il y a des régimes différents de la taxation des revenus du capital qui rendent cette fiscalité incompréhensible et il faudrait la simplifier pour éviter les effets pervers dans la répartition de l'épargne des citoyens. Voilà les glissements qu'il faut opérer progressivement, durablement et à moyen terme, parce qu'on parle de fiscalité, c'est pas un choc, c'est pas une révolution, c'est pas de la brutalité qu'il faut faire. Il faut donner un cadre dans lequel les entreprises, les citoyens peuvent intégrer leur choix de vie, acheter une maison, acheter une voiture ou décider de travailler dans tel ou tel secteur. Georges Gilles-Quinet, est-ce qu'il y a d'office un risque à prendre quand on lance comme ça une réforme fiscale et qu'il y a un possible dérapage, comme le dit MR, on ne peut pas prévoir la Lune Il y a un risque et il faudrait pouvoir le limiter. Donc nous annonçons que l'objectif, c'est la neutralité budgétaire. C'est bien l'objectif, on a imaginé quelques voies. Et comment on vérifie que l'objectif est atteint? C'est en réalisant la réforme ou en essayant de prévoir l'impact de la réforme. Je vais citer les intérêts notionnels. Pas de chiffres. Je vais revenir. Donc, en 2005, débat sur les intérêts notionnels. J'ai ici le rapport. Monsieur Renders annonce 556 millions d'euros. On est 6 ans plus tard à plus de 6 milliards d'euros. Vous l'avez déjà dit. Oui, je l'ai déjà dit, mais ça veut dire que exemple d'une politique qui a été mal évaluée. Donc nous demandons, et nous n'avons pas de difficulté à ça, et je pense que c'est même nécessaire avant toute réforme fiscale, de pouvoir confronter, mettre dans un simulateur les différentes hypothèses que nous avons pour effectivement arriver à ce chiffre 0. Mais il n'y a pas de transparence. Parce qu'il n'y a pas de transparence, Monsieur Gadisseux, je l'ai dit dans une intervention précédente, sur les revenus du capital. Parce que, en matière... transparence, c'est le programme d'écologie. Non, il est particulièrement transparent. Bon résumé. Il est disponible sur Internet, Monsieur Lawèche, il n'y a pas de difficulté. Et parce que, effectivement, en matière de statistiques fiscales, quand on interroge le ministre des Finances, que je fais très régulièrement, pour connaître, quel est l'impact de cette mesure, comment on pouvoir justement réajuster ces paramètres-là aussi. Oui, il faudrait pouvoir donner accès aux parlementaires, mais aussi au gouvernement, et quand on vient avec une réforme, venir avec des projections, étant entendu qu'il y a une part d'inconnu, effectivement. Monsieur De Keuleder, est-ce que la Belgique peut se permettre, est-ce qu'on a les moyens, budgétairement, économiquement, d'avoir vraiment un électrochoc, réforme, peu importe le titre, mais un projet de réforme fiscale?
Est-ce qu'on en a les moyens budgétairement et économiquement? Non, alors nos finances publiques sont maintenant relativement équilibrées. On n'est pas dans les plus mauvais européens, on est même plutôt dans les bons, mais on a le poids d'une dette existante qui reste très élevée. Donc on ne peut pas se permettre trop d'écarts budgétaires. Ce n'est pas uniquement des normes européennes, mais ce n'est pas en endettant, c'est-à-dire en faisant payer les générations futures qu'on va s'en sortir. Et du coup, est-ce qu'on est en train de rêver tout haut là ou pas? Non, non, parce qu'il y a malgré tout, et on l'a entendu à différents moments, il y a des types de taxation qui frappent des populations différentes et qui ont des effets différents. Taxer le travail, comme on le fait aujourd'hui en Belgique très largement, ça n'est pas la même chose que taxer la consommation ou que taxer le revenu du capital. Et en Belgique, on a, malgré tout, cela a été dit par Madame de Meulen, il y a un problème de pérennité du financement de la sécurité sociale. Il faut qu'on garantisse justement. Et donc, il faut qu'on puisse garantir ça, probablement en réduisant la taxation sur le travail, en réduisant l'écart entre le salaire brut et le salaire net, et en compensant ça par des revenus alternatifs, des taxations alternatives sur probablement le revenu du travail, le revenu du capital, en donnant moins de subsides au capital. Aujourd'hui, on subsidie le capital en Belgique, très largement, de différentes façons. Les intérêts notionnels, les voitures de société, on a le régime le plus laxiste en Belgique, et le plus d'embouteillages dans nos villes, il faudrait se rendre compte qu'il y a un lien. Je me permets de vous couper, M. de Keulener, pour quand même donner la parole à M. De Grauw en fin d'émission. On entend justement différentes mesures. Est-ce qu'on ne va pas avoir droit, M. De Grauw, à un saupoudrage, à une quantité de petites mesurettes, à la râpe à fromage, comme on dit en langage politique, en termes de réforme fiscale, au lieu d'avoir un truc ciblé, vu la complexité et la situation politique belge? Oui, en effet, c'est très vraisemblable, étant donné qu'il n'y a pas de consensus. Je comprends ici que tout le monde a une idée très différente, et donc je ne vois pas très bien comment, après les élections, ces mêmes personnes puissent être autour de la table et dire maintenant nous aurons une réforme fiscale qui est tout à fait ciblée, transparente. Ça me semblait tout à fait impossible. Et du coup, l'addition, elle va augmenter? Même les objectifs des réformes fiscales que j'entends ainsi semblent être très différents. Donc, ce sera très difficile, après les élections, à trouver un consensus qui nous amène à une réforme fiscale dont on peut dire, mais voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau et révolutionnaire. Non, non, ce sera en effet des petits changements à la marge. Des petits changements à la marche, ça sera le mot de conclusion. On est obligé de terminer, je sais, mais là, l'oreillette est en train de siffler là parce que le timing est là. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Dimanche prochain, un débat spécial francophone-flamand animé par Johan Monté aux commandes. Tout de suite, le journal télévisé. Merci à vous tous. Voilà.